Bien, écoutez, merci de votre présence à cette 33e édition du Salon international du livre de montagne de Passy pour nous entraîner aujourd'hui vers les steppes de l'Asie centrale. Nous recevons Léopoldine Després et Élise Després qui ont quitté leur Normandie natale pour aller chevaucher au Kyrgyzstan. Et donc, elles ont fait 1600 km, je crois, accompagnées de 2 chevaux et d'un chien. Merci. Donc on va vous emmener, j'espère, avec nous un petit peu en voyage là ce soir. Donc pour le contexte, effectivement, nous sommes sœurs, toutes les deux, originaires de Normandie, donc bien loin des montagnes et pas adaptées à cet environnement. Donc on a appris à le découvrir un petit peu au Kyrgyzstan et au Kazakhstan. On a eu la chance de grandir en passant nos vacances sur le dos de chevaux. Donc le rêve d'enfance, c'était effectivement de pouvoir voyager avec ses compagnons dans des pays éloignés. Donc c'était un petit peu notre rêve de gosse qu'on a décidé de réaliser. Donc une fenêtre s'est ouverte en 2019. On était disponibles toutes les deux. Donc on a décidé de réaliser ce rêve d'enfance. Et en fait, ça nous a amené un petit peu par hasard au Kyrgyzstan. Donc c'était une piste de contact que nous avions eue à Bichkek, à la capitale du Kyrgyzstan, qui nous a fait dire que pourquoi pas, on pouvait partir de là-bas. On rêvait d'espace infini, de steppes immenses, de pouvoir juste partir avec nos chevaux à la boussole et aller explorer des contrées lointaines. Donc pourquoi pas l'Asie centrale. Et puis on avait un petit peu le rêve aussi des routes de la soie, le mythe de tous ces voyages-là. Donc c'est un petit peu ça qui a guidé nos pas dans ces zones-là. Donc en mai 2019, nous voilà partis toutes les deux à Bichkek, à la capitale, avec pour objectif un peu ambitieux de trouver des chevaux. Donc on avait décidé d'acheter des chevaux sur place et puis de boucler un petit peu tous les derniers préparatifs. Les derniers préparatifs, ça veut dire aussi, on était parti de France avec nos affaires, tentes, sacoches, nos duvets, mais on avait donc pas de chevaux, pas de selle, pas de harnachement. On s'est dit que les Kirghizes étaient quand même un peuple cavalier assez réputé, donc on allait bien voir sur place. Et donc effectivement, c'est le début d'une chasse au trésor dans la capitale kirghize à notre arrivée, pour essayer de rassembler tout ce matériel qui nous manquait, de trouver des contacts pour pouvoir aller acheter des chevaux, parce que c'est pas mince à faire, et puis rassembler surtout les documents administratifs qui ont été une sacrée montagne à franchir avant même d'arriver dans les hautes altitudes. Sachant que notre grande inquiétude, c'était de pouvoir faire passer la frontière kirghize-kazakh, puisque l'objectif était de remonter vers le nord du Kazakhstan, aux chevaux surtout, à 3 chevaux. Donc on a eu beaucoup de pessimisme, c'est impossible, on ne fait pas passer les chevaux à la frontière, vous n'allez pas y arriver. Donc ça a été une bonne endurance au début, qu'on a réussi à parcourir à 2. Donc voilà, le début de l'aventure a commencé avant même de monter à cheval. Ça, c'était une bonne épreuve. Donc on a fini par trouver des chevaux qu'on a achetés en montagne, donc tout au sud du pays, vers la frontière chinoise. Je crois qu'on avait une carte au début du diaporama qui montrait un petit peu l'itinéraire qu'on a fait. Donc des zones de très haute altitude, à plus de 3500 mètres d'altitude, donc des chevaux qui sont quand même assez habitués à la montagne, c'est ce qu'il nous fallait. Et les chevaux kirghizes ont cette réputation de pouvoir gravir des cols à 4000 mètres au galop en portant leur cavalier, donc on ne sait pas trop quel est le mythe de la réalité, mais voilà, des petits chevaux endurants aux pieds sûrs, c'est ce qu'il nous fallait. C'était aussi nos guides en montagne pour nous aider à nous diriger dans cet environnement qui était un petit peu hostile pour nous. Donc on a réussi à trouver nos 3 compagnons. Un sur un marché aux bestiaux qui ressemble à peu près au marché aux bestiaux qu'on peut avoir en France d'ailleurs, juste avec des chapeaux un peu différents et des chevaux peut-être un peu plus petits. Et puis les 2 autres chez un de nos contacts qu'on s'était fait à Bichkek, donc qui avait grandi en montagne. Donc voilà pour la première phase. Je te laisse. Je vais prendre la suite. Donc en effet, la première étape, c'était de trouver nos 3 compagnons de voyage, ces trois chevaux kirghizes.
Et ensuite, l'étape tout aussi importante, c'était d'essayer de leur faire comprendre que c'était une bonne idée de partir avec nous en voyage. Et c'était pas gagné du tout parce que, comme le disait Léopoldine, ce sont des chevaux qui grandissent en altitude, qui sont semi-sauvages parce qu'en fait, ils naissent et après, ils passent quelques années entre jeunes, des bandes de jeunes chevaux. Et ensuite, ils sont rattrapés par les Kirghizes, ils sont dressés très rapidement. On met une selle dessus, on met un cavalier dessus et hop, c'est parti. Et quand ils nous ont vus arriver, nous, ils se sont dit non, c'est pas du tout une bonne idée, elles n'ont pas l'air bien outillées, elles savent pas trop ce qu'elles vont faire. Donc, on a passé d'abord quelques jours, ça a été très rapide, autour des yourtes, dans les hautes steppes d'altitude déjà, et ça nous a permis à nous de nous familiariser tout d'abord avec l'altitude, quand même, de comprendre un petit peu ce qui se passait dans nos corps, d'avoir un peu moins d'oxygène, de comprendre ces montagnes, de faire connaissance avec les chevaux, d'échanger aussi avec les Kirghizes, d'écouter les nouvelles sonorités qui arrivaient dans nos oreilles, de les observer aussi s'occuper de leurs chevaux. Ils ont une manière un peu différente de nous de dresser leurs chevaux. Ils sont extrêmement respectueux parce que ça reste des compagnons de vie. C'est un outil de travail, mais c'est aussi un outil de survie pour eux. Donc, c'était vraiment très, très riche de voir un petit peu quels étaient les réglages qu'ils utilisaient, comment ils les entravaient la nuit, les nœuds qu'ils faisaient, parce que, comme vous pouvez le voir sur les photos qui défilent derrière nous, il n'y a pas vraiment de branches pour les accrocher, quand même, ces chevaux. Donc, il faut plutôt les entraver la nuit pour éviter qu'ils parcourent de trop grandes distances. Donc, c'était tous ces apprentissages-là, régler les sacoches, régler le bas, régler les sangles qu'on avait fabriquées à partir de ceintures de voiture, quand même. S'asseoir sur nos selles kirghizes qui sont magnifiques mais qui étaient tellement inconfortables, donc essayer d'endurcir un peu nos fesses et de faire des petites boucles timides au début pour essayer de voir si on se sentait réellement prête à partir à l'aventure ou pas. Et en fait, on n'est pas très patiente ni l'une ni l'autre, donc au bout d'un moment on s'est dit faut y aller en fait, et ce sera le meilleur moyen de savoir si on est prête ou pas. Et donc rapidement on s'est dit en fait nous on veut un endroit vraiment sauvage où il n'y a personne, et les Kirghizes nous ont dit aller vers le sud, aller vers l'Aksai, la vallée de l'Aksai. Donc c'est une vallée qui longe la frontière chinoise. C'est une vallée où il y a très peu de personnes qui y vivent. Il y a encore quelques semi-nomades, en tout cas, qui montent les troupeaux là-haut, qui montent avec les yourtes et avec leurs familles pendant quelques mois d'été seulement. Mais il y a très peu de personnes dans cette vallée. Et nous, on s'est dit, c'est le terrain de jeu parfait, il faut qu'on y aille. Donc on parcourt les premiers kilomètres et on s'avance doucement mais sûrement vers le col de Tashrabat. On voit un col en tout cas qui se dessine sur la carte, parce que comme le disait Léopoldine, on avançait uniquement avec les cartes qu'on avait pu trouver, qui n'étaient pas très détaillées, mais suffisamment quand même, et notre boussole et un petit peu de naïveté en fait dans nos sacoches. Je pense que c'est ça qui nous a pas mal motivés. Beaucoup de naïveté. Et donc on avance vers ce col de Tashrabat avec pas beaucoup de possibilités de faire demi-tour, parce que c'était juste un pierrier immense et un col qui se nichait à peu près à 4000 mètres. Et avec aussi une météo qu'on essayait de comprendre quand même, la météo qui était très changeante évidemment dans ces hauts plateaux d'altitude, les orages qu'on entendait se déclencher dans les vallées voisines, et ce pierrier qui s'avançait vers nous. Et à un moment on s'est dit faut y aller, faut passer ce col-là. Donc on a réussi à franchir notre premier col à 4000 mètres. Et juste sous nos yeux, s'est ouvert la vallée de l'Aksai. Donc la vallée de l'Aksai, elle culmine à peu près à 3700 mètres d'altitude en moyenne, et elle est bordée par des sommets qui toisent à peu près les 7000 mètres de chaque côté. Donc c'est une bonne manière de nous guider. On a besoin de cartes, mais en fait la géographie est beaucoup plus efficace pour nous montrer le chemin, parce que de toute façon on n'allait pas s'aventurer à repasser ces barrières minérales, en tout cas trop de fois. Donc on s'avance vers cette vallée de l'Aksai. Nos chevaux, à ce moment-là, restent nos meilleurs guides parce qu'en fait, comme l'expliquait Léopoldine, ils connaissent le terrain et nous, on reste normande, donc on n'est pas du tout habitués sur ce terrain montagneux, donc on se cale vraiment sur leur allure, on se cale dans leurs pas. Quand ils dégringolent un petit peu dans les pierriers, on dégringole autant, mais en tout cas, on s'accroche à leurs flancs et on avance comme ça vers cette vallée de l'Aksai. On fait nos premières erreurs, on essaie de suivre des chemins qui sont en fait des chemins tracés par les troupeaux d'yak, qui sont les seuls animaux qui vivent à cette altitude et qui nous emmènent dans des chemins complètement aériens. On a juste le précipice et le vide à notre côté, donc on se rend compte que c'est pas du tout le bon chemin qu'on est en train de suivre. On essaie de faire demi-tour et on essaie de viser toujours cette vallée de l'Aksai. Et là, on découvre aussi, un peu dans la douleur, que notre naïveté nous a emmenés jusque-là. C'est certes une bonne chose, mais elle nous a emmenés jusque-là uniquement avec une petite tente et des petits duvets. Et là, on passe nos premières nuits à donc, près de 4000 mètres d'altitude, avec les premières tempêtes de neige qui se déclenchent. Les premières tempêtes de neige qui font vibrer nos toiles de tente, où on essaie, comme on peut, de secouer la toile avec nos petits doigts tout givrés eux aussi pour faire tomber la neige. Quand on se réveille le matin, qu'on essaie de prendre de l'eau pour se faire du thé, pour se réchauffer, l'eau, elle se fige immédiatement dans la casserole. Donc, c'est vous dire à quel point il faisait chaud là-haut.
Mais bon, on se dit, ça y est, on y est, et maintenant, de toute façon, on ne va pas repasser ce col à 4000 mètres, donc on avance, on avance. Et on avance dans cette steppe immense et complètement déserte, on ne croise pas un qui-vive. On se rend compte aussi qu'on est haut, qu'on a froid, enfin, à la fois le soleil, le vent, le froid commencent à brûler notre peau. On a les lèvres qui se gercent, les mains qui se gercent aussi, parce qu'en fait, on passe notre temps à refaire des nœuds pour réajuster le bas, réajuster la sangle ou le filet de nos chevaux, donc on commence à se blesser. On a beaucoup de mal à se faire à manger, parce qu'on avait eu la bonne idée de partir avec un réchaud à bois, en se disant qu'on ne trouverait pas de réserve de gaz, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de forêt là-haut quand même. Donc on a du mal à se faire à manger. En plus, le vent anéantit toutes nos tentatives pour allumer des feux. Donc c'est un début où on se dit, ok, la vallée de l'Aksaï n'est pas tendre, et la steppe en fait nous donne notre première leçon. Mais on est deux, on est sœurs, on sait que la vie de l'autre est plus importante que la sienne, et réciproquement, donc ça nous fait avancer. Et on tient pour nos bêtes, on tient pour nos animaux. On se dit qu'eux, en tout cas, continuent de nous faire confiance. Ils continuent de nous faire confiance, mais pas trop longtemps non plus, quand même, rapidement. Dès les premières nuits, en fait, enfin oui, ça devait faire à peu près moins d'une semaine qu'on était partis. Première nuit de vraiment de grosses tempêtes de neige, on entend les chevaux qui s'agitent dehors. On avait un chien qui nous avait rejoint aussi, qui commence à aboyer dans la nuit. On sort avec nos frontales, tempête de neige, tempête de grêle, enfin vraiment une belle soirée. Et là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus que 3 chevaux autour de nous. En fait, il y avait tout un troupeau de chevaux qui était venu se battre avec les nôtres. On entend juste les corps qui s'entrechoquent, les chevaux qui se mettent à hennir. Et tout d'un coup, on entend des chevaux partir au galop. Et tous les chevaux qui partent au galop, sauf une petite tache blanche qui reste comme ça dans la pénombre, qui était notre petit cheval gris qu'on arrive à apercevoir dans la nuit. Et donc là, on s'accroche comme on peut à notre seul cheval qui est resté quand même, et on resserre les entraves, on resserre les nœuds pour à tout prix éviter qu'il s'échappe lui aussi pendant la nuit. On attend que le soleil se lève, et à l'aube, on se rend compte que ce qu'on craignait était vraiment arrivé. Nos 2 autres chevaux ont complètement disparu, et il y a juste la steppe déserte autour de nous. Il ne nous reste qu'un cheval. Et là, on se dit, deuxième leçon qui nous arrive, on va y arriver, on va réussir à les retrouver. Et donc, finalement, c'est là aussi qu'on s'est rendu compte de la solidarité absolument exceptionnelle qui opère dans ces steppes d'altitude. C'est Léopoldine qui est partie avec le seul cheval qui nous restait très rapidement. Elle est revenue sur nos pas. Elle a eu la chance de croiser un berger. Elle lui a expliqué avec les quelques rudiments de russe qu'elle connaissait qu'on avait un cheval marron clair, un cheval marron foncé qu'on avait perdu. Et si toutefois il arrivait à les apercevoir dans la steppe, ce serait bien qu'il arrive à les attraper, à nous les rendre. Et il a mis 2 jours à les rattraper, et finalement on a réussi à les retrouver. Donc là on s'est dit, la caravane est à nouveau complète, on peut continuer, on avance, on avance. Et donc là, on a continué à avancer dans ces steppes désertes, et on a essayé d'apprivoiser petit à petit cet environnement qui nous paraissait hostile, de comprendre qu'en fait, il pouvait aussi nous protéger. Et c'est là aussi qu'on a fait nos premières rencontres complètement exceptionnelles avec les bergers qui vivent aussi à cette altitude. Effectivement, la vallée de l'Aksaï, il faut quand même imaginer, on appelle ça une steppe d'altitude ou plateau d'altitude, le terme exact. Donc on est à 3700 mètres, comme disait Élise, et une dizaine de kilomètres de large et puis une centaine de kilomètres de long. Donc c'est immense en fait, c'est un goulet immense. Assez pauvre parce qu'assez haute en altitude. Et là-bas, c'est un petit peu la richesse des pâturages qui va donner un petit peu la densité de yourtes qu'on va pouvoir y trouver, puisque les éleveurs qui sont semi-nomades, donc l'hiver, ils vivent dans les villages, et puis l'été, ils montent avec leurs troupeaux en altitude pour les faire pâturer. Et la vallée de l'Aksaï étant assez pauvre, il n'y avait pas beaucoup de yourtes. Effectivement, ça faisait peut-être en 2 semaines, on avait réussi à croiser 2 yourtes maximum, donc c'est assez désert quand même. Ce qui nous la rendait assez hostile à nos yeux. Mais de temps en temps, toujours de façon providentielle, comme quand les chevaux s'échappent ou quand un orage est en train de nous suivre et qu'on essaye d'y échapper parce qu'il n'y a pas beaucoup de zones plus hautes que nous dans cette vallée-là. Tout d'un coup, une yourte apparaît à l'horizon et en fait, l'accueil kirghize, l'accueil sous les yourtes est légendaire et pas à tort. C'est un accueil qui est absolument extraordinaire, qui se passe de mots souvent. Et c'est un petit peu la solidarité juste entre humains. On vit tous dans un environnement qui potentiellement peut être hostile, donc l'accueil ne se discute pas. Et donc c'est assez magique de pouvoir arriver devant une yourte, d'avoir quelqu'un, souvent les femmes, puisque les hommes sont partis la journée surveiller les troupeaux, donc c'est souvent les femmes qui sont à la yourte durant la journée, donc qui va accourir, prendre les rênes de nos chevaux pour les attacher, et puis sans plus de questions nous inviter à l'intérieur.
Et l'intérieur, c'est toujours, c'est surprenant, le poêle est allumé en continu, donc il fait bon. On peut enfin se réchauffer. Il y a toujours, c'est un environnement, c'est du feutre, donc c'est un environnement un petit peu feutré, quoi, comme un nid, avec des tapis au sol, une petite table, toujours mise de la même manière, la petite porte en face. Et les visiteurs sont toujours assis face à la porte, dos à la pile de couverture au fond de la yourte. Et la petite table est toujours couverte de un petit peu de concombre ou un petit peu de beurre et de pain. Il y a toujours quelque chose à manger, il y a toujours un thé chaud qui est servi. Et donc ça, c'est assez magique. Voilà, d'être chassé de la steppe par le froid ou la pluie, et puis d'avoir cette petite parenthèse sous la yourte. Et puis une fois qu'on se réchauffe avec le premier bol de thé, on peut enfin échanger un petit peu des regards, et puis quelques mots, et puis voilà, on discute avec nos gestes ou avec nos rudiments de russe, ou des fois, eux en kirghize, nous en français, ça donne pas grand-chose, mais on arrive à peu près à se comprendre. Et voilà, c'est toujours des parenthèses qui sont assez extraordinaires, quoi. Et puis on parle chevaux aussi, parce que c'est donc un peuple cavalier, donc quand ils nous voient arriver à cheval, ça donne quand même c'est un peu l'espoir qu'on avait avant de partir, et ça s'est révélé, ça donne quand même un lien de discussion. Donc ça, c'est aussi assez magique. Souvent, le regard des bergers va d'abord se porter sur les chevaux, sur l'état des chevaux. Il va jauger un petit peu la qualité du cavalier sur l'état de sa bête, en fait. Et si nos chevaux sont en bon état, et ben là, il lève les yeux, et puis on peut avoir un respect mutuel et une discussion qui s'engage, qui fait fi, en fait, de notre origine. Donc on est touriste ou pas, c'est pas très grave, on est des femmes ou pas, c'est pas très grave, ça n'a pas vraiment d'importance, on est juste des cavaliers, en fait. Donc ça, c'était assez magique aussi de comprendre ça. Donc cette vallée de l'Aksaï, elle nous a fait souffrir beaucoup, elle nous a appris beaucoup de leçons, et puis à un bout d'un moment, on en a eu marre d'avoir un petit peu froid, donc la première sortie qu'on a vue, et puis une vallée un peu plus basse en altitude qu'on pouvait atteindre, voilà, on a pris la porte de sortie. Sachant que le chien qui avait décidé de nous adopter, donc c'est une autre histoire dans l'histoire, mais un chien qui avait décidé de nous adopter par hasard, un chien de berger, la veille de notre départ, continuait de nous suivre, et lui se nourrissait exclusivement de marmottes, et ça faisait quand même quelques jours qu'il n'avait pas réussi à chasser de marmottes. Donc il commençait à avoir faim aussi. Donc il était temps de perdre un petit peu d'altitude. Donc on s'en va un petit peu plus au nord du pays, on descend sur des plateaux qui sont plus à 2500, 2700 mètres, donc ça reste beaucoup plus chaud. En plus, on avance un petit peu plus dans la saison. Donc on retrouve un environnement moins hostile, en tout cas à nos yeux. On découvre des paysages de prairies, de fauches principalement, pour pouvoir faire les stocks pour l'hiver. Donc on voit un petit peu de gens dans les champs. On croise quelques villages, pas énormément. On a tendance à les fuir quand même, on fuit la civilisation. Pas pour nous forcément, mais plus pour les chevaux, puisqu'on a besoin d'herbe et d'eau et d'espace pour eux. Donc les habitations sont souvent synonymes de zones où on peut potentiellement déranger. Donc tout ça, c'est des découvertes, c'est des nouveautés. Les nouveautés, elles sont aussi pour nos chevaux, c'est-à-dire que ce sont des chevaux qui ont grandi en altitude, et avant de descendre aussi bas, ils n'avaient jamais expérimenté la sensation d'avoir des mouches qui se posent sur eux, par exemple, des centaines de tans qui s'accrochent à leurs flancs. Et donc les premières fois qu'ils ressentent ces sensations, ils deviennent complètement fous, ils ruent dans tous les sens, on n'arrive plus à les contrôler. Ou la première fois qu'on a dû leur faire traverser un pont en fer, on a négocié, je pense, là, pendant 3 ou 4 heures pour réussir à leur faire traverser un pont quand même. Et sauf qu'en dessous, c'était des rapides, donc il n'y avait pas d'autres options. Mais juste d'entendre leur fer résonner sur l'ouvrage en acier, ça les a fait complètement paniquer. Et c'est là que ça a été aussi fascinant de voir à quel point, autant dans les montagnes, les passages de col ou les passages de gué très compliqués, nous, on arrivait complètement à leur faire confiance. On leur laissait les rênes longues, parfois même en liberté, et c'était eux qui ouvraient le chemin. Et petit à petit, quand même, quand on a perdu un petit peu d'altitude ou quand on se rapprochait des villages, ça s'est complètement inversé. Et en fait, il suffisait de poser une main sur leur encolure, de leur parler doucement, qu'ils posent leurs naseaux vraiment dans nos mains, pour que cette fois-ci, en tout cas, ils puissent nous faire confiance. Et ils se calquent sur notre attitude à nous, en tout cas, pour continuer à avancer. Donc ça, c'était assez magique de voir à quel point aussi la caravane s'est soudée, à quel point on s'est presque animalisé à leur côté et eux peut-être un peu humanisés à notre côté à nous. On regardait ces prairies et l'eau vraiment avec envie. On salivait devant une touffe d'herbe quand même, alors que même nous, on avait du mal à se nourrir. Mais en tout cas, c'était devenu une obsession pour nous qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent continuer d'avancer. Donc dans ces prairies-là, on a aussi pu passer un peu plus de temps aussi à côté de certaines yourtes. Souvent, quand on arrivait dans un endroit, si on arrivait le soir au campement, à l'endroit où on avait décidé de poser le campement, si on était proche d'une yourte, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on allait voir la yourte et leur demander si on pouvait poser notre tente à côté de chez eux, ce qui est souvent une question qu'ils ne comprenaient pas forcément, puisque la notion de propriété privée est inexistante là-bas.
Mais au moins, nous, ça nous permettait de nous annoncer et puis éventuellement de créer l'échange, quoi. Et donc dans ces vallées-là, on a pu aussi prendre un petit peu plus le temps de voir comment ces gens vivaient l'été auprès de leurs troupeaux. Et la tradition notamment du lait de jument fermenté, qui est toute une institution au Kyrgyzstan, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ils passent un temps fou à traire ces juments 5 fois par jour pour un produit qu'ils ne vendent pas, en fait, puisque c'est un produit qu'ils consomment eux, qu'ils offrent aux visiteurs, dont la famille qui est en ville ou qui n'a pas la chance d'avoir un troupeau vient chercher et ramène à la ville. Donc c'est quelque chose qui est partagé, le lait de jument fermenté là-bas, le koumis. Et donc on a pu aussi toucher un petit peu du doigt de toute cette culture-là. Faire la traite des vaches aussi un petit peu avec eux, ce qui a été source de bons fous rires de leur part. Ou de demandes en mariage. Léo Mariage. était particulièrement efficace sur la traite et elle a eu quelques demandes en mariage. Ouais. Donc ça a été des moments d'échange qui ont été assez forts. Et puis effectivement, comme décrivait Élise, ce sentiment où la caravane se soudait un peu. Donc en fait, on arrive à ce moment-là du voyage dans une phase de plateau un petit peu où c'est agréable quand on avance. Et puis aussi un sentiment de se faire accepter par l'environnement. Ce qui nous paraissait si hostile au début dans la vallée de l'Aksai, petit à petit, ces montagnes, on commence à les voir différemment. Effectivement, c'est elles qui nous nourrissent, c'est elles qui font pousser l'herbe, qui nourrissent nos chevaux, qui nous permettent d'avancer aussi. Et donc, elle devient beaucoup plus hospitalière. Et puis, les gens qu'on croise nous apprennent aussi à la domestiquer un petit peu. Pas la domestiquer, mais à la comprendre en tout cas, pour qu'elle nous fasse un petit peu moins peur. Donc, toute cette phase est une phase du voyage qui est assez agréable. Oui, et puis on se rend compte qu'on prend beaucoup de plaisir en fait dans ces montagnes. Au début, on regardait ces sommets avec un air un petit peu craintif, et en fait, après, on va chercher les passages de col à 4000 mètres, on va chercher la difficulté, qui est plus vraiment une difficulté en fait. Enfin, elle l'est techniquement, on souffre, on continue de souffrir un peu physiquement, mais en fait, on en a besoin. On a besoin de retrouver ces montagnes. On a besoin de s'endormir en écoutant juste le vent descendre des glaciers. On a besoin d'entendre, de voir ces glaciers se transformer en ruisseaux, se transformer en fleuves. Enfin, on découvre vraiment toute la magie des Monts Célestes et toute la musicalité vraiment des Monts Célestes. Et c'est un moment vraiment qui est assez magique pendant le voyage. On se rend compte qu'on est en train de basculer vers autre chose. On se rend compte aussi à quel point les bergers continuent de nous aider quotidiennement. C'est-à-dire qu'on a toujours nos cartes et notre boussole et notre naïveté dans nos sacoches. Mais les meilleurs guides, au-delà de nos chevaux, restent les bergers, parce qu'on n'est jamais certain de l'enneigement d'un col qu'on va viser. Donc on demande aux guides, et ce sont eux qui nous disent à chaque fois passez par telle ou telle vallée, ou au contraire n'allez pas dans cette vallée-là, parce que cette année elle est impraticable. Et c'est comme ça qu'un jour on se retrouve à emprunter une vallée. Alors certes on s'était perdu, donc c'était pas celle qu'on visait initialement, mais on descend une vallée absolument magnifique en poussant un troupeau de chevaux avec des bergers qui nous accompagnent jusqu'à la fin de la journée. Et arrivé en bas de cette vallée, on rencontre un Kirghiz qui arrive vers nous assez étonné, qui lui venait d'une rando aussi où l'accompagnait un couple de touristes à cheval. Et donc il vient à notre rencontre et il nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous descendez de cette vallée-là? Enfin, qu'est-ce qui vous a amené par ici ?» La dernière fois que j'ai vu des touristes, c'était il y a 20 ou 30 ans. J'ai vu personne depuis cette époque-là. C'était un couple aussi, un homme et une femme. C'était des Français. C'était un certain Sylvain Tesson. Et en fait, c'était Sylvain Tesson et Priscilla Telmont, à l'époque où ils ont fait leur traversée des steppes aussi, en sens inverse de celui que nous, on a emprunté. Et là, à ce moment-là, on se rend compte qu'on est littéralement en train de marcher dans les pas de ceux qui nous ont fait rêver, des lectures qu'on a fait avant de partir. Et donc, c'est un moment absolument magique. Et on se rend compte qu'encore une fois, de manière un peu providentielle, le hasard place sur notre chemin les bonnes personnes. Et donc, on passe quelques jours avec Rach et sa sœur Goulmira. Et il nous raconte aussi l'histoire du Kirghizistan, la chute de l'URSS, à quel point ce pays a été transformé aussi au travers des différentes époques. Donc on peut aussi échanger en anglais avec eux, ce qui nous permet aussi de poser beaucoup de questions qu'on avait accumulées là aussi dans nos sacoches. Donc c'est vraiment aussi des moments d'échange qui sont hyper importants pour nous, pour comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière les ruines des kolkhozes qu'on avait vues dans les steppes d'altitude, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement dans la vie des familles, la vie des Kirghizes. Et il nous apporte énormément de réponses. Donc ça complète vraiment toutes les pièces du puzzle qui nous manquaient jusqu'à présent. Et ça complète aussi l'état un petit peu vraiment de fusion et de plénitude qu'on avait atteint, en tout cas à ce moment-là du voyage. C'est vrai que cette petite pause, ça a été aussi le moment de, comme tu dis Élise, le moment de comprendre un peu l'histoire du point de vue des Kirghizes aussi, qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, nous, on connaît l'histoire du point de vue français, de la chute de l'URSS, et c'était très intéressant d'entendre aussi la façon dont eux, ils l'ont vécu, et de comprendre que
Par exemple, en 91, alors qu'ils avaient à peu près le même développement que nous, tout d'un coup, ils ont dû ressortir les charrettes à cheval parce qu'il n'y avait plus de pétrole, il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'électricité. Et de comprendre le choc que ça a dû être il n'y a pas si longtemps que ça, de les entendre dire ça, ça a été aussi un moment assez fort du voyage, quoi, de vivre un peu l'histoire kirghize avec eux. En plus, c'était une veillée sous une yourte, etc., avec plusieurs Kirghizes, donc c'était un moment assez magique. Donc ça a été un petit moment de pause dans le voyage, avant de repartir vers notre grosse bête noire du voyage, qui était le passage de la fameuse frontière kirghize-kazakh. Donc on s'approchait sérieusement de cette frontière-là. On avait essayé de rassembler tous les documents vétérinaires, les documents officiels, tout ce qu'on avait pu rassembler avec un tampon, un temps soit peu officiel. On l'avait dans nos sacoches en espérant que si on montrait tous ces papiers-là, ça pouvait passer. Donc on s'approche doucement de cette frontière-là. Plus on s'approche de la frontière, plus on élabore des stratégies pour essayer de passer à côté, de nuit, l'instinct de fuite se réveille. Surtout qu'on avait ce chien qu'on n'avait pas prévu d'avoir et pour lequel on avait absolument zéro papier. Donc on s'avance doucement mais sûrement vers cette frontière. Et de toute façon, c'était une frontière avec des miradors qui étaient positionnés tous les 10 km. Donc ça faisait probablement plusieurs jours qu'ils nous avaient déjà vu arriver. Donc toutes ces stratégies fumeuses tombaient à l'eau. Et toujours avec notre naïveté, on s'est dit, vaille que vaille, on essaye. On ne sait jamais, sur un malentendu, peut-être que ça peut fonctionner. Donc on s'approche de la frontière, du poste frontière kirghize. Et là, on est accueillis par des militaires kirghizes qui sont probablement eux aussi des cavaliers. Donc ils nous accueillent avec beaucoup de curiosité, extrêmement bienveillante. Ils viennent voir comment nos chevaux sont harnachés, s'ils sont en bonne santé. Ils nous posent des questions. Ils regardent nos papiers, mais très rapidement, parce qu'en fait, le problème, c'était pour rentrer au Kazakhstan, pas tant pour sortir du Kirghizistan. Donc, rapidement, ils nous disent la route, c'est par là, donc continuez. Et là, on se retrouve dans un espèce de no man's land, une petite bande de peut-être 1 kilomètre entre les deux postes frontières. Et on avance vers le Kazakhstan avec notre petit cœur qui palpite en se disant ça y est, est-ce qu'on va réussir à passer? Et là, pile à ce moment-là, on voit tous les militaires kazakhs qui baissent toutes les grilles, qui baissent les portes, qui prennent les armes, qui vont chercher leurs chiens. On les entend tous siffler dans tous les sens, donc on se fige littéralement dans ce no man's land. On n'est plus au Kirghizistan, pas encore au Kazakhstan. Et là, on ne bouge plus, jusqu'à ce qu'on entende dans notre dos un militaire kirghize qui explose de rire et qui vient vers nous en se tenant le ventre en nous disant « Vous inquiétez pas, c'est un exercice militaire, ils font ça régulièrement, c'est pas contre vous ». Le timing n'était pas des meilleurs. Nous, on était vraiment au bord de l'évanouissement. Donc, on avance vers le Kazakhstan. Et au Kazakhstan, en fait, on a certainement bénéficié d'un petit effet de surprise. Ils n'avaient pas l'habitude, dans ce poste frontière, de voir passer 2 cavalières avec 3 chevaux. Et ils étaient plus occupés à regarder encore une fois nos chevaux, nos harnaches, enfin tous les sacoches, les bas. Ils ont regardé les papiers rapidement. Et pour notre chien qui n'avait pas de papier, depuis longtemps, il était au Kazakhstan. De toute façon, il était bien trop obsédé pour aller dire bonjour à tous les militaires qu'il était passé depuis longtemps. Et donc, nous voilà propulsés, bien plus rapidement que prévu, en peut-être une demi-heure de temps, nous voilà propulsés du côté kazakh. Après une petite danse de la victoire, en se disant, en fait, ça y est, on a réussi. Toutes ces personnes qui nous ont dit que ce n'était pas possible, en fait, ça s'est avéré complètement faux. Nous voilà au Kazakhstan, c'est génial, c'est super, on a réussi. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'a pas d'argent, on ne parle pas kazakh, on a perdu notre téléphone portable, enfin notre panneau solaire qui était censé le recharger, on l'a perdu il y a déjà 2 semaines, on n'a pas de carte, on a 0 contact, on a une boussole et toujours un petit peu de naïveté dans nos sacoches. Et là, s'offre à nous le Kazakhstan, qui est à peu près 5 ou 6 fois la taille de la France, quasiment semi-désertique en grande majorité. Et là, c'est un autre terrain de jeu qui s'offre à nous quand même, avec d'autres difficultés qui se placent très rapidement sur notre chemin. Et avec effectivement ce petit moment de panique, avec le sentiment d'arriver dans un environnement qu'on ne connaît pas du tout et qui nous est complètement hostile, qui nous paraît complètement hostile, et qui nous fait avoir quelques réactions un petit peu excessives, notamment ce soir-là où Élise était spécialiste de ce qu'on a appelé les douches bergers. Donc la steppe étant dénuée d'arbres, le petit plaisir du soir, comme tout voyageur, c'est d'avoir une rivière et de pouvoir se laver dans la rivière. Donc voilà, on est dans notre steppe à se laver toute nue au milieu de la rivière, et bien souvent il n'y a absolument personne, sauf quand c'est au moment pour Élise de rentrer dans la rivière, où elle me demande de faire le guet, qui en général je fais 5 minutes, puis au bout d'un moment je passe à autre chose. Et donc souvent c'est à ce moment-là qu'un berger décide de surgir de nulle part et découvre Élise nue au milieu de la rivière. Donc c'est arrivé quelques fois dans le voyage, donc sa petite spécialité. Et donc ce soir-là, le Kazakhstan n'étant pas différent du Kirghizistan là-dessus, un berger arrive au moment du bain d'Élise, qui essaye
pour rôder ce qu'elle peut en disant que son mari est en train de dormir dans la tente, le mari étant moi qui est en train de faire les... Elle essaye de me dire, essaye de ronfler, fait quelque chose, fait du bruit, enfin voilà, dit que je ne suis pas toute seule là. Le berger était insistant, mais pas dans le sens juste insistant, il était curieux de savoir ce qu'on faisait là, donc il laisse quand même à Élise le temps de ressortir de la rivière et décide de manger avec nous le soir. Donc on lui fait notre grande spécialité, une bouillie de lentilles et de riz, très peu assaisonnée. Donc il mange avec nous, de bon appétit. Et puis le temps passe et le berger était à cheval, donc on se dit au bout d'un moment, la nuit va tomber, il va peut-être quand même rentrer chez lui. Mais les Kazakhs n'ont pas du tout de timing, de notion d'heure ou de time. Ils peuvent faire du cheval en pleine nuit, ça ne va pas les déranger. Donc ça, on ne le savait pas encore. Donc au bout d'un moment, la nuit est tombée, il finit par partir. On lui a fait comprendre qu'il était temps de partir. Et d'habitude, ces anecdotes-là, si on sait que des bergers savent qu'on est... Parce il a bien fallu que je ressorte de la tente, donc il découvre que Élise n'était pas mariée et que son mari n'était pas... une grosse baraque de 2 mètres sur 2. Donc, ils savaient qu'on était 2 femmes seules ici. Donc, d'habitude, ça, c'est un peu ça a été pendant le voyage notre point d'alerte. C'est-à-dire que si des bergers savaient qu'on était toutes seules, on levait le camp, on allait ailleurs. Et là, il faisait nuit, on était fatigués, on n'a pas levé le camp. On a décidé, tant pis, on reste ici. Ça n'a pas loupé, en pleine nuit, il y a des phares de voiture qui ont éclairé la tente. Donc là, panique à bord, forcément. Élise, très courageuse, me fait valoir mon rôle de grande sœur en disant c'est toi qui t'y colle. Et donc je sors de la tente avec la frontale dans les yeux des intrus, le chien qui pour une fois prenait son rôle de défenseur bien à cœur, heureusement, et puis mon gros couteau dans la main. Donc j'espère voilà, toutes les armes sont sorties. Et en fait, c'était notre berger qui revenait, très surpris de me voir l'accueillir de cette façon-là, avec une bouteille d'1,5 litre de lait de jument fermenté, un paquet de sel parce qu'il a trouvé que notre plat manquait vraiment de sel, et puis des petits, ce qu'ils appellent des courtes, qui sont des petits bouts de fromage séchés que les bergers boulottent toute la journée à cheval, qui sont un autre goût auquel nous ne sommes pas habitués, mais très gentils. Sauf que, encore une fois, le timing en pleine nuit, en voiture, c'était... Voilà. Mais ça nous a servi de leçon dans le sens où on avait perdu un petit peu notre naïveté et notre ouverture aux autres dans cet environnement qui nous paraissait hostile. Donc ça a été aussi un petit rappel à l'ordre en se disant, en fait, les gens qu'on croit sont quand même majoritairement des gens extrêmement gentils. Sauf qu'effectivement, on n'a pas forcément les mêmes habitudes. Mais ça a été une bonne leçon aussi. Et après, j'ai arrêté les douches bergers quand même. J'ai compris aussi la leçon. On continue d'avancer. Le voyage, on l'avait prévu comme ça dès le début. Moi, je devais quitter le voyage avant Léopoldine. Donc, on savait aussi qu'on allait devoir scinder cette caravane. Donc, on avançait aussi avec un poids un peu au cœur qui grandissait. Mon départ approchant, et Léopoldine allait avoir des amis qui allaient pouvoir la rejoindre pour continuer le voyage. Mais on continue d'avancer dans ces steppes immenses, à donc, faire des rencontres plus ou moins heureuses, plus ou moins malheureuses. En tout cas, on met un peu de temps à se réadapter à ce nouveau pays complètement démesuré. Et puis, moi, je finis par partir. Les amis rejoignent Léopoldine au fur et à mesure, mais il faut réadapter le rythme de la caravane, réadapter aussi, faire comprendre aux gens que c'est pas juste peut-être du tourisme, on vient comme ça pour quelques semaines, mais il faut prendre soin des chevaux. La valeur nutritive de l'herbe commence un petit peu aussi à diminuer, donc les chevaux perdent un petit peu en état de santé. Donc, la fin du voyage commence quand même à se faire sentir doucement, mais sûrement. On maintient notre cap qui était à l'origine du voyage. Notre objectif, c'était de rallier, il faut quand même le dire, le massif de l'Altaï, donc qui est transfrontalier au Kazakhstan, à la Mongolie et à la Russie, tout au nord du pays. Donc c'était un petit peu notre boussole. Et le Kazakhstan étant majoritairement désertique, l'itinéraire que nous avions choisi de suivre, c'était la zone montagneuse qui longe la frontière chinoise. Donc en fait, on faisait un petit peu des zigzags comme ça, en pointant quand même le curseur vers le nord. Donc au fur et à mesure, la caravane changeait un petit peu au fur et à mesure de ses amis qui me rejoignaient et qui repartaient. Et donc voilà, c'était un ajustement constant, mais voilà, on continuait à monter vers le nord, mais on était encore bien loin de l'Altaï. Et à ce moment-là, on arrive fin septembre, début octobre, donc effectivement, on se fait surprendre par les premières neiges. Les bergers kazakhs, eux aussi, ont cette habitude de monter leurs troupeaux au pâturage en été, et petit à petit ils descendaient aussi des montagnes, donc ça c'était un signe que l'hiver approchait, et ils nous disaient en général là n'allez pas sur ce col là, la tempête, ils annoncent une tempête de neige, vous allez vous retrouver coincés, ou les ours sont en train d'arriver, les loups redescendent aussi un petit peu en altitude à cette saison là, donc ça fait vraiment cette impression que les humains redescendent en altitude et puis la nature reprend ses droits dans ces zones là. Donc c'est tous ces signes là me montraient du coup que c'était quand même
temps de commencer de penser à la fin du voyage. Et puis surtout, le signe déclencheur, effectivement, c'était l'état des chevaux qui avaient réussi à se nourrir que d'herbe pendant tout le voyage, mais avec des épisodes neigeux et puis l'automne qui arrive, l'herbe forcément perd de sa valeur nutritionnelle. Donc les chevaux, même si on allongeait les durées de pâturage et on raccourcissait les jours de marche, les chevaux commençaient à perdre en état. Et du coup, cette réalisation aussi m'a fait dire qu'il était temps pour eux aussi d'arrêter. Et donc à ce moment-là, l'objectif, c'était de leur trouver un endroit où ils seraient bien, parce qu'on les avait arrachés de leur steppe natale. C'était un peu culpabilisant comme sentiment. Donc le moins qu'on puisse faire, c'était de leur trouver un endroit où ils se sentent bien. Donc je commence à lancer la rumeur dans la steppe que je cherche une bonne famille pour les chevaux, en me disant qu'à un moment donné, les gens, s'il y avait des acheteurs potentiels, ils sauraient bien nous trouver, vu la vitesse à laquelle on avançait. Et par chance, c'est effectivement ce qui s'est passé. Un jeune couple qui cherchait des chevaux pour emmener des touristes visiter un parc naturel qu'on était en train de longer était à la recherche de bons chevaux. Donc c'était l'idéal pour la fin du voyage, quoi. Donc c'est comme ça que, bien loin de l'objectif de l'Altaï, à peu près à mi-chemin entre le Kyrgyzstan et le Kazakhstan, le voyage s'est arrêté mi-octobre pour le voyage équestre. Et après, il restait un dernier compagnon, canin cette fois-ci, pour lequel il fallait prendre une décision. Est-ce qu'il allait rester aussi au Kazakhstan ou est-ce qu'il fallait faire quelque chose pour lui, parce qu'il avait décidé de nous coller au basque jusqu'au bout. Et clairement, il avait compris qu'il se tramait quelque chose. Et donc lui, un deuxième voyage s'est entamé pour lui. Donc lui, il est revenu en France. C'est maintenant devenu un vrai labrador de salon qui mange des croquettes et plus des marmottes. Peut-être on arrive à la fin de cette présentation. Pour conclure, c'est peut-être un petit message, enfin pas un message, mais vous rappelez l'état d'esprit peut-être dans lequel on est parti. À la base, c'était ni plus ni moins qu'un voyage en montagne entre frangines à cheval. On est parti avec ce plan-là et en fait sont venus se greffer des tas de rencontres, des tas d'expériences, des tas de petites aventures plus ou moins grandes, plus ou moins rocambolesques. Et en fait, ça n'a été qu'un cheminement. Et puis la découverte aussi du voyage à cheval, du voyage dans ces monts célestes qui nous ont toujours fait rêver, ces mots qui nous ont fait rêver avant même de partir. On a réussi à faire tomber les a priori qu'on avait sur ces pays qui terminent en stan. Qu'est-ce que ça voulait dire que le Kazakhstan, le Kyrgyzstan ? Comme le disait Léopoldine tout à l'heure, on était parti avec le rêve que le cheval serait un moyen de communication avec les gens sur place. Ça s'est avéré véridique. On peut se passer de mots, on peut se passer d'une langue commune quand on a l'amour des bêtes en commun, quand on a juste l'urgence de rester vivant dans un milieu plutôt hostile. En fait, on se passe aisément de mots pour communiquer les uns avec les autres. Et juste le plaisir de s'affranchir du temps qui passe, de s'affranchir parfois des frontières. On jouait avec les frontières. Et le plaisir de voyager avec ses compagnons de route qui étaient les plus fidèles, passer les premières semaines où ils nous ont fait les petites blagues de partir pendant la nuit. Ils ont arrêté au bout d'un moment quand même et ils ont fait ces quelques milliers de kilomètres avec nous. La dernière photo, c'est juste pour vous montrer à quoi on ressemblait quand on était petite. C'était pas dans les Alpes, c'était dans les Pyrénées. Nos parents nous ont emmenés très tôt, en tout cas, à randonner avec des ânes. À la base, on a changé de monture, mais déjà, peut-être que dans nos têtes se tramait à l'époque le rêve de faire ce voyage-là quelques années plus tard. Donc voilà, c'était notre traversée du Kyrgyzstan et du Kazakhstan. Les chevaux se nourrissaient d'herbe, mais vous... De ce qu'on pouvait. Non, on avait effectivement, comme disait Elise tout à l'heure, on avait eu l'idée brillante d'emmener un réchaud à bois, ce qui a été une bonne idée au final, mais ça nous obligeait à garder les yeux par terre pour essayer de ramasser chaque petit bout de bois qui traînait. Et ce réchaud nous permettait de chauffer on faisait le plein à peu près. On avait trois bonnes semaines d'autonomie dans les sacoches. Quand on arrivait près d'une ville où il y avait un bazar, on faisait le plein de riz, de lentilles, de fruits secs ou des choses comme ça. Et puis les quelques arrêts dans les yourtes ont été très bénéfiques pour apporter un petit peu de viande de mouton ou de lait de jument fermenté qui nous apportait des protéines. Mais ouais, on complétait un petit peu avec ça, quoi. On a eu parfois, on s'est fait courser par une petite babouchka qui sortait de sa yourte avec 2 bols de koumyss comme ça, tremblant au bout de ses mains.
Et vraiment, ça, on savait que pour nous, c'était 2 bols pleins de protéines. Donc, bien sûr, qu'on sautait de nos chevaux pour les boire. Et c'est vrai qu'on a complété nos maigres réserves avec ces arrêts dans les yourtes. Combien de temps a duré votre périple? À cheval, on est parti 4 mois. Et puis après, il y a eu un petit peu la phase préparatoire avant. Et puis la phase de fin après. Donc 7 mois en tout, quoi. Et 4 mois à cheval. Kilomètres? Kilomètres. Alors, nous, on est parti avec très peu de matériel et on a été très nuls pour soit prendre des photos, soit noter. Donc, on estime grosso modo à 1600 km. Il faut savoir qu'une fois arrivé au Kazakhstan, donc on n'avait pas de carte, le pays n'est pas cartographié et le seul moyen pour se repérer, c'était les Kazakhs nous ont dit de télécharger une application de carte militaire soviétique. Donc, on se repérait avec ça. Donc, c'est vrai que pour mesurer les distances, c'était pas ce qu'il y avait de plus fiable non plus. Mais... Comment vous avez fait pour amener le chien? Alors, C'est une autre aventure dans l'aventure. c'est une aventure dans l'aventure, mais c'est une aventure dans l'aventure de voyager avec Léopoldine de toute façon. Donc moi, j'étais rentrée en France déjà depuis 1 mois ou 2, et un jour, je reçois un coup de fil de ma sœur qui me dit « Ça y est, je rentre ». Excellente nouvelle, Léopoldine, je suis ravie de l'entendre. « Est-ce que tu peux venir me chercher ?»« Bien sûr, pas de problème. Où ça ? À Moscou. » Ah, oui, très bien. On était quand même au mois de décembre. J'ai une idée brillante. Viens me chercher à Moscou, où, à un moment, quand même, on s'est dit « Attends, on va peut-être trouver un plan un petit peu plus fin que quand même se retrouver à Moscou. » On a regardé Google Maps, on a vu qu'il y avait une ligne de train qui partait de Moscou, qui allait vers l'Europe. Il y avait une route qui montait vers cette ligne de train. On s'est dit, elle se croise à cet endroit-là, on se retrouve là. Et s'en est suivi un voyage de quelques jours pour toi, Léopoldine, en avion, entre le Kazakhstan et Moscou. Et ensuite, de Moscou on essayait d'atteindre Riga, il me semble. Enfin, la ligne, elle devait aller vers Riga. C'était un voyage en train. Et donc moi, pendant ce temps-là, je traversais toute l'Europe pendant le mois de décembre avec ma voiture pour essayer d'aller chercher ma sœur et le chien. Et sauf que ce que je ne savais pas, c'est la veille vraiment du jour où on devait se retrouver, on arrive à s'appeler quand même, tu étais arrivé à Moscou, et on se dit, bon, on refait notre plan, la route coupe la ligne de chemin de fer à cet endroit-là, on se retrouve le matin, on arrivera bien à se retrouver. Ok, on avait le meilleur plan du monde. On se quitte sur ces mots-là. Léopoldine prend le train, monte dans le train, sauf que moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'en pleine nuit, elle s'est fait sortir du train par les militaires russes parce que son visa expirait à minuit, et il était 2h du matin, et ils t'ont fait descendre à une petite dizaine de kilomètres en pleine taïga au mois de décembre, toute seule avec son sac, son chien et sa naïveté dans ses sacoches. Et moi, pendant ce temps-là, je continuais d'avancer, j'étais persuadée que j'allais la retrouver au point de rencontre, sauf que je ne savais pas qu'elle était 10 kilomètres plus loin. Et tu as réussi à trouver un moyen de rejoindre quand même le poste frontière. Et là encore, un peu comme au Kazakhstan, tu as bénéficié de l'effet de surprise. Il n'y a que des routiers en fait, qui passent par là. Il y a très peu de touristes à pied avec un chien qui passe à 5h du matin quand même. Et le chien, comme au Kazakhstan, était passé déjà depuis longtemps en Europe. Donc personne ne l'a vu passer. Il est passé sous les barrières. Et Léo, toi, tu as réussi à avoir les bons tampons. Donc tu es rentré quand même légalement en Europe. Et sauf que moi, je ne savais toujours pas qu'elle était sortie plus tôt. Donc je continuais d'avancer. Et à un moment, sur le bord de la route, je vois juste dans un coin de mon regard quelqu'un qui est assis sur le bord de la route avec un sac à dos et un chien. Je fais marche arrière et je retrouve ma grande sœur avec mon chien. Et on s'est retrouvés comme ça, sur le bord de la route. On a fait demi-tour et on est rentré pile à temps pour Noël. C'était le meilleur cadeau pour nos parents, je pense. Et point de vue légalité, quand même, le chien, je ne pouvais pas finir la quarantaine au Kazakhstan parce que je n'avais pas assez de temps. Il fallait que je rentre en France pour reprendre mon travail. Il avait été quand même vacciné, pucé, etc., identifié. Mais il n'avait pas fini sa quarantaine. Donc en fait, légalement, il ne pouvait pas rentrer en Europe. Donc il a réussi à passer sous le poste frontière. Et il a fini sa quarantaine une fois en France, quoi. Donc ça a été un mal pour un bien de se faire descendre de ce train, je pense. Et maintenant, c'est vraiment un labrador normand. C'est surprenant de voir des concombres sur une assiette. Ouais, alors ça, les concombres et les tomates, c'est les 2 aliments qu'on trouvait partout dans les yourtes. En fait, c'est les aliments qu'on trouve beaucoup dans les bazars à Bishkek ou à Osh. Ça vient beaucoup de l'Ouzbékistan ou du Tadjikistan. Et c'est ce qui monte dans les yourtes, quoi. Et après, les yourtes, il y a certaines yourtes, il y en a certaines qui ne sont pas accessibles en véhicule motorisé.
Et il y a d'autres steppes qui sont accessibles en véhicule motorisé. Donc quand la famille vient visiter les gens qui sont au Jailo, donc au campement d'été, ils montent avec du frais, quoi. Donc des tomates et des concombres souvent. Et donc il y a régulièrement des allers-retours entre les villages. Alors, ouais, dans certains Jailo, oui. Dans d'autres, par exemple, Laksai, c'était beaucoup plus isolé, la première vallée qu'on a faite. Et là, effectivement, le frais était moins accessible. C'est souvent des pommes de terre, du riz et de la farine où ils font leur pain. Et après, ils ont toujours 2-3 vaches qui traient pour eux, pour faire leur beurre et leur crème. Et puis voilà, quoi. Et ce que tu appelles les bazars, donc les marchés, sont pas très différents de ce qu'il y avait à l'époque des routes de la soie. Ils sont très fournis d'épices, de fruits secs. Enfin, on peut tout avoir de quoi construire une yourte jusqu'à acheter un grain de raisin, vraiment. Donc il y a tout dans ces bazars-là. Ils sont très très riches, très fournis. Donc on peut y trouver beaucoup de choses. Ça coûte combien un cheval? Aujourd'hui, je ne sais pas. En 2019, en fait, les chevaux là-bas, c'est comme des vaches. Ce sont des animaux qu'on évalue. Enfin, leur valeur est évaluée en fonction de leur valeur en viande. Donc, un gros cheval bien en chair va coûter assez cher. Nous, nos petits chevaux, qui étaient un peu maigrichons et assez petits, ils nous ont coûté de 900 € à 1 200 €, quoi. Prix, alors un contact kazakh nous a aidé à négocier. Peut-être qu'un kazakh les aurait achetés un petit peu moins cher, un kirghiz les aurait achetés un petit peu moins cher, je ne sais pas. Ce qui représentait quand même un réel petit tas d'heures sur lequel on était assis toute la journée, et ça on en avait bien conscience. Et c'est vrai que notre chien, ça a été le meilleur antivol du monde, parce que souvent les cavaliers, même s'ils ils nous regardaient avec beaucoup de respect, mais ils regardaient avec beaucoup d'envie aussi nos chevaux, et notamment notre cheval alezan, c'était le meilleur cheval pour le coq-boro ou le bouskachi, en tout cas, enfin le sport national là-bas. Et tout le monde nous disait, mais c'est un cheval de bouskachi, c'est un cheval de bouskachi. Vous voulez pas nous le vendre, on veut le garder. Et donc on savait en tout cas que vu qu'on, par magie, enfin je sais pas comment on a fait, on a réussi à les maintenir en bonne santé en tout cas. Donc c'est vrai qu'ils les regardaient souvent avec beaucoup d'envie. On avait bien conscience que ça représentait une certaine somme là-bas en tout cas. Et vous avez des chevaux chez vous actuellement? Ah oui. Malheureusement, non. Mais on a grandi, on était probablement sur le dos d'un cheval avant de savoir marcher. Donc on a grandi avec des chevaux, mais on a grandi avec des chevaux normands qui ne sont pas du tout réglés comme les chevaux kirghizes. Donc la première fois qu'on a essayé de monter des chevaux kirghizes comme ce qu'on avait appris en France, ça n'a pas fonctionné du tout. Quelque chose de tout bête pour faire avancer un cheval en France, on fait comme ça. La première fois qu'on a fait ça, limite ils se sont arrêtés, ils nous ont regardés quand même. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'était vraiment pas du tout les mêmes réglages. La première fois qu'on les a caressés, juste pour les féliciter, pareil, presque ils se sont mis à trembler, ils ne comprenaient pas du tout pourquoi on les touchait. Enfin, c'était assez rigolo de voir à quel point ils sont réglés différemment. Vous avez des projets de recommencer La même bêtise, vous voulez dire? Des projets de voyage, oui. Je pense que le virus du voyage, une fois qu'il est attrapé, il ne part pas si facilement. Après, il faut trouver le bon moment, il faut trouver les bonnes destinations, à cheval ou à pied. Et le temps. On a d'autres projets de voyage aussi toutes les deux, parce que c'est vrai que le fait de voyager entre sœurs, c'était quelque chose d'extrêmement confortable pour nous, en tout cas, enfin, dans la relation qu'on entretient toutes les deux. Il n'y a aucune espèce d'enjeu entre nous, enfin, il n'y a rien qui se joue, on sera toujours sœurs, peu importe ce qui se passe. Donc c'est ce qui fait que même dans les situations les plus dures, les plus compliquées, quand on avait mal, quand on avait froid, quand on avait peur, il n'y avait rien qui se jouait dans notre relation. Enfin, vraiment, la vie de l'autre était la plus importante. Donc, c'est quelque chose de très confortable. Donc, pour s'aventurer dans ce genre de pays ou d'aventure, en tout cas, on sait que c'est le bon partenaire de voyage, en tout cas. Et peut-être que notre chien voudra repartir ailleurs. Il restait encore beaucoup de jours pour atteindre l'Altaï. On n'avançait pas très vite. Oui, je pense qu'il aurait fallu encore 2 bons mois de voyage, ouais. On va faire un autre voyage. Ouais, l'Altaï, effectivement, ça reste toujours une destination assez attractive. Et par la Mongolie, alors? La Mongolie, c'est différent, c'est un autre voyage. Pour aller dans l'Altaï? Mais non, ça peut être l'Altaï kazakh ou l'Altaï russe. Après, la majeure partie du massif est en Mongolie, effectivement. Mais, ouais. Comment s'appelle votre chien aujourd'hui? Alors, le nom du chien était on ne savait pas qu'il allait nous suivre jusqu'au bout et qu'on allait l'adopter. Donc à la base, c'était une blague. On l'avait appelé Ben Aki. Ben Aki, en espagnol, vient ici. Et là, en fait, il s'appelle Ben. Il est resté. Il s'appelle Ben. Tout ce voyage n'était qu'une blague à la base, quand même. Hein. Enfin, y compris le nom du chien. Très bien. Merci à vous pour votre attention.